À 76 ans, Hubert Gillet, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, est l'un des derniers grands naturalistes du Sahara. En 1957, il part explorer le massif de l'Ennédi, au nord du Tchad. Durant plus de 10 ans, Hubert parcourt les montagnes à dos de chameau, à la recherche de plantes et d'animaux qui témoignent d'une époque où le Sahara n'était pas un désert. Aujourd'hui, il ne quitte que rarement sa vieille maison, retirée dans les bois. Il y vit avec son fidèle perroquet, Fofo, ses microscopes et ses souvenirs. Ces souvenirs dans lesquels, plus de 40 ans après, Hubert Gillet a accepté de se replonger. Quand je suis arrivé dans le massif de l'Ennédi, c'était sans doute la dernière terre inconnue du Sahara. Les nomades qui le fréquentaient en parlaient comme d'un lieu extraordinaire, avec une multitude de points d'eau et surtout une végétation exubérante, tropicale, une terre promise pour un botaniste. Ces forêts en plein désert, si elles existaient, pouvaient raconter l'histoire d'un monde disparu, le Sahara tel qu'il était il y a des milliers d'années. Je rêvais de découvrir ce paradis perdu, ce jardin d'Éden au milieu de l'enfer du désert. Sans l'extraordinaire savoir des nomades bidéyates, je n'aurais rien pu faire. Ce sont eux qui ont guidé mes pas, dans cet univers si abstrait pour l'Européen civilisé que j'étais. C'est la première fois qu'Ingaï emmène son petit-fils Abderrahim avec lui pour l'initier à la vie d'éleveur de chameaux. Auparavant, l'enfant ne gardait que des chèvres, tout seul, pendant qu'à quelques kilomètres de là, sa mère et ses sœurs se consacraient à la cueillette des graines sauvages. Désormais, il est assez grand pour voyager avec les hommes et les chameaux. Ingaï et Abderrahim viennent de passer 10 mois dans la grande plaine de la Mortcha. Nous sommes en juin, au cœur de la saison sèche. Voilà près d'1 an qu'il n'a pas plu. Les mares se sont évaporées, les pâturages de la plaine sont épuisés. Les bêtes ont soif. Il est temps pour Ingaï et ses chameaux de remonter vers le Sahara, vers le massif de l'Ennédi. Le massif est un véritable château d'eau. De grandes mares, appelées gueltas, subsistent à l'ombre des rochers. Elles permettront d'abreuver les chameaux jusqu'aux prochaines pluies, en juillet. Les chameaux déterminent la vie des nomades bidéyates qui habitent l'Ennédi. Pour leur trouver des pâturages et de l'eau, il faut sans cesse se déplacer. Les chameaux sont la seule richesse des nomades. La puissance d'un homme se mesure au nombre d'animaux qu'il possède. C'est pourquoi les bidéyates ne les abattent quasiment jamais. Les chameaux sont avant tout un objet d'échange, en particulier lors des mariages. Abderrahim aura besoin de beaucoup de chameaux pour épouser une belle fille, une fille de chef ou une fille de riche commerçant. Quand l'eau est rare, la cohabitation entre les différents troupeaux n'est pas toujours facile. Heureusement, dans les gorges d'Archeï, il y a de l'eau pour tout le monde. Ce sont les plus grandes gueltas du massif de l'Ennédi. Tous les bidéyates les connaissent. Et plus l'on avancera dans la saison sèche, plus les chameaux seront nombreux à venir boire à Archeï.
Il y a 4000 ans, les hommes de l'Ennédi ont laissé sur les rochers d'innombrables peintures, rouges et blanches. Abderrahim découvre ces images qui témoignent de la vie de ses lointains ancêtres. À l'époque, ils ne possédaient pas de chameaux, mais de grands troupeaux de vaches, animaux qui seraient bien en peine de vivre ici aujourd'hui. Ils vivaient dans de grandes cases et remplissaient leurs greniers de mil, toutes choses qui aujourd'hui n'existent que plus au sud. Puis, peu à peu, les pluies ont diminué, les rivières se sont asséchées, les arbres sont morts et le désert s'est installé. Les vaches ont disparu et le chameau est apparu. Il y a 2000 ans déjà, les hommes de l'Ennédi peignaient leurs grands chameaux blancs. Les personnages ont une tête ronde, peut-être parce qu'ils portent un turban. Les femmes semblent danser. Aujourd'hui, les grottes aux peintures servent parfois de garde-meubles. Des nomades y laissent leurs affaires. Des tentes en feuilles de palmier séchées, des récipients de toutes sortes, en vannerie, en cuir ou en métal. Ces objets sont ici à l'abri de la pluie et sous la protection de l'esprit de la grotte. L'idée de les voler ne viendrait à personne. L'heure du déjeuner. Au menu, des spaghettis importés de Libye, comme la plupart des produits qu'on trouve sur les marchés de l'Ennédi. La frontière libyenne est toute proche, et le nord du Tchad a été occupé pendant plusieurs années par les troupes du colonel Kadhafi. Les combattants tchadiens ont réussi à repousser l'envahisseur. Les bidéyates étaient en première ligne. Leurs ancêtres aussi semblent avoir été des guerriers. Les peintures en témoignent. Ils partaient au combat à cheval et sans doute revenaient avec des animaux pris à leurs ennemis. Juillet 1957. Dans la plaine désertique du sud de l'Ennédi, les puits sont à sec et les pâturages sont épuisés. Mes guides me rassurent, ils connaissent de nombreux points d'eau cachés dans les rochers de ce massif grand comme la Suisse. Nous trouverons de quoi nous approvisionner en eau à la bordure du massif, dans les gorges d'Archeil. 3 août, j'arrive aux gorges d'Archeil. De grandes gueltas, alimentées par des sources et préservées de l'évaporation par l'ombre de falaises de grès hautes de 200 mètres. Une telle quantité d'eau permet peut-être la survie d'espèces rares, de plantes ou d'animaux. Pendant que mes guides installent le campement, j'entreprends l'ascension de la falaise. De là-haut, ma vue embrasse toutes les gorges. Soudain, je les vois, immobiles sur les rives de sable. Des crocodiles. Des crocodiles au Sahara, comment est-ce possible? Ils auraient subsisté,
séparés du reste de leur espèce par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Les gorges d'Archeil sont sans doute leur dernier refuge et aussi leur prison. L'eau des gueltas est souillée par les excréments des nombreux chameaux. Pour trouver de l'eau potable, Abderrahim doit atteindre les sources qui se trouvent en amont. Comme Hubert Gillet 50 ans auparavant, Abderrahim doit s'engager dans l'eau sombre. Ingaï lui a recommandé d'être prudent. On ne sait jamais avec les crocodiles. Le danger est passé. Abderrahim est rassuré. Il semble que les crocodiles soient plus craintifs que lui. L'enfant aperçoit la source dont lui a parlé son grand-père. Il n'a jamais vu une eau si pure, si limpide, en plein milieu du désert. Après des mois dans la sécheresse de la plaine, un bain pour un nomade est un événement exceptionnel. Le thé de son grand-père peut attendre. Pour les bidéiates, la source est sacrée. Tout le monde n'a pas le droit d'y boire. Les femmes qui n'appartiennent pas au clan d'Archeil, en particulier, ne peuvent s'abreuver à la source que si elles y trouvent un bijou perdu. Abderrahim connaît cette croyance. Quand il était petit, sa mère lui a raconté les légendes des sources. Alors il regarde au fond de la mare. Pas de bijoux, mais des dizaines de petits poissons. Si Abderrahim trouve un bijou ici, il l'apportera à son grand-père en disant « Regarde, j'ai reçu un cadeau de l'ancêtre ». Les bidéiates se sont convertis à l'islam, mais d'anciennes croyances demeurent. En secret, ils continuent de vénérer l'esprit de leurs aïeux. Les crocodiles aussi sont entourés de respect. Les bidéiates les considèrent comme les gardiens des sources. Pas question d'en tuer un, sans quoi l'eau disparaîtrait.
5 août. Je remarque les traces d'un petit crocodile sur le sable. Je les suis. Ces reptiles sont étrangement craintifs. Dès que je m'approche d'eux, ils plongent dans l'eau. Un peu plus loin, je trouve des excréments de l'animal. Je les analyse. Peut-être me diront-ils quel est le menu d'un crocodile au Sahara. Je trouve des restes de poissons, de grenouilles et d'insectes aquatiques. Bref, ils mangent tout ce qu'il y a dans les gueltas. Mais leurs repas ressemblent plus à des rations de survie qu'à des festins. Parfois, il leur arrive même de se rabattre sur les crottes de chameaux qui flottent sur l'eau. Dès que le soleil entre dans les gorges, les crocodiles sortent de l'eau. Mais les gorges ne sont illuminées que quelques heures par jour et les places sont chères. Ce bain de soleil leur est indispensable. Comme tous les reptiles, ils sont incapables d'ajuster la température de leur corps. Dès que le soleil disparaîtra derrière les falaises, ils retourneront dans l'eau, où il est difficile de les voir. En attendant, je les observe à loisir. Les crocodiles d'Archeil appartiennent à la même espèce que les crocodiles du Nil et d'Afrique tropicale. Mais ils sont petits. Ils ne dépassent pas les 2 mètres, alors qu'un crocodile adulte peut atteindre 5 ou 6 mètres. Les gueltas d'Archeil sont trop petites pour que les crocodiles puissent y atteindre leur taille normale. Mes guides racontent qu'en saison des pluies, les crues sont si violentes qu'elles peuvent emporter les crocodiles à plusieurs kilomètres. S'ils ne sont pas morts, ils doivent alors remonter le cours d'eau pour regagner les mares. Quant aux animaux plus petits, poissons et grenouilles, ils se retrouvent prisonniers de marmites minuscules. S'ils ont de la chance, l'eau y subsistera jusqu'à la prochaine saison des pluies. Les crocodiles aussi sont prisonniers de leur guelta. Et tant qu'il y a de l'eau, peu importe que le désert soit à quelques mètres, ils peuvent survivre. Ils n'ont qu'à patienter jusqu'à la prochaine période humide, quelques siècles ou quelques millénaires. Le percnoptère d'Égypte est un vautour, mais il n'a pas la tête déplumée des vautours. Il est beaucoup plus gracieux. Les jeunes ont un plumage noir. Ils deviennent de plus en plus blancs vieillissant. Les bidéiades disent qu'un oiseau particulièrement blanc est centenaire. C'est pourquoi on bénit les enfants en leur disant « Que Dieu te donne l'âge du vautour ». Ingaï a décidé de repartir. Il a promis à Abderrahim de l'amener dans une gorge merveilleuse
où pousse une végétation exubérante. C'est l'un des secrets que le vieux chamelier doit transmettre à son petit-fils. Pour les nomades, un départ est l'affaire de quelques minutes. Tous les ustensiles nécessaires à l'étape ont été rangés dans les mala-mala, de grandes sacoches de cuir découpées dans le ventre même des chameaux. Autre accessoire inséparable des nomades, le bassour, la selle du chameau, taillée dans du bois d'acacia. On pose par-dessus des couvertures qui la rendent plus confortable.7 août. Les crocodiles m'ont mis sur la piste. Il doit exister quelque part dans l'Ennédi des vestiges des forêts qui couvraient jadis le Sahara. J'en parle avec mes guides. L'un d'eux dit connaître une montagne au sommet de laquelle se trouve une oasis paradisiaque. Je donne l'ordre du départ. « 12 août. Après plusieurs jours de marche par une chaleur étouffante, je me demande si je ne rêve pas. Devant moi s'élève une arche monumentale, haute comme une tour de 30 étages. Mais ce ne sont pas les hommes qui ont construit cette cathédrale de pierre, c'est la nature. C'est peut-être la porte du jardin d'Éden que je cherche. Au pied du mont Aloba, Ingaï a repéré un petit groupe d'acacias. Le midi, quand il fait chaud, l'ombre des arbres est providentielle. C'est l'endroit idéal pour faire une pause et reposer les bêtes. Ingaï raconte à son petit-fils que dans les hauteurs du mont Aloba subsisterait une petite oasis, cachée dans une profonde crevasse. On y trouverait une source et des palmiers, et l'on dit que la vie y serait douce. Mais nul ne se risquerait à tenter l'ascension.
La montagne est sacrée et ceux qui s'y sont aventurés ne sont jamais parvenus à redescendre. Les vautours sont là, planant le long des falaises vertigineuses. Voient-ils de là-haut la mystérieuse palmeraie ? Légende ou réalité, il me faut absolument savoir ce qu'il en est, et pour cela je dois tenter l'ascension. Après n'avoir cessé ces derniers jours de jeter des regards d'envie sur le mont Aloba, je décide de passer à l'action. Je tente de monter, mais j'ai à peine dépassé la mi-hauteur que je me trouve face à une muraille verticale, infranchissable. Je dois battre en retraite. Mais je ne renonce pas. Je prendrai le temps qu'il faudra. Après plusieurs jours passés à chercher une voie au milieu de la paroi de 400 mètres de haut, je m'apprête à renoncer définitivement à la découverte de l'oasis inaccessible. Soudain, je repère une longue gouttière qui se dirige vers le sommet. J'installe aussitôt mon campement au pied de la falaise. Le lendemain, plus rien ne m'arrête, et je prends enfin pied sur le plateau qui couronne le mont Aloba. Religieusement, je foule ce sol, que je suis peut-être le premier à fouler. Je cherche en vain la palmeraie. Il faut se rendre à l'évidence, le mont Aloba est le royaume des rochers et des parois absolues. Il n'y a pas de place pour les sources, les vallées enchanteresses, les palmiers. Le sommet est invisible, noyé dans une nappe de brouillard. Je me sens loin du Sahara. Je suis découragé. Mais mon guide me rassure. Il dit connaître des forêts bien réelles, cachées au cœur du massif de l'Ennédi. Nous repartons. La caravane d'Ingaï poursuit maintenant sa marche sur les étranges pistes que l'érosion a creusées dans les murailles de grès. Dans les couloirs de ce gigantesque labyrinthe naturel, le chamelier imprudent peut errer durant des jours, ou se perdre à jamais. Ingaï a prévenu Abderrahim. Dans le labyrinthe, il s'agit de bien surveiller le troupeau. Un chameau est vite égaré et le retrouver, si ce n'est pas impossible, ferait perdre un temps précieux à la caravane. Soudain, Abderrahim s'aperçoit qu'il manque un jeune chameau. Il a dû rester en arrière. Ingaï est furieux. Ce n'est vraiment pas le moment de perdre un chameau. Si d'autres voyageurs trouvaient l'animal, ils auraient tôt fait de s'en emparer. Chez les bidéiates, le vol des chameaux est une pratique courante. Avant de se marier, un jeune homme doit avoir accompli l'exploit d'aller voler un chameau dans un troupeau éloigné.
« 17 août. Mon guide ne m'a pas menti. J'arrive en vue d'une immense tache de végétation, la gorge de Bashikele. Elle semble abriter une véritable forêt. Je sens que je touche au but, ce paradis végétal que je cherche. C'est peut-être ici que je vais le trouver. En bidéyat, Bashikele signifie « la source où il a dormi ». Il y a très longtemps, lorsque l'ancêtre d'Ingai est arrivé ici, il s'est reposé dans la gorge, puis il s'y est installé. Depuis, les gorges sont sacrées. Quand il était enfant, Ingai venait y vénérer l'ancêtre. On lui faisait des offrandes, on lui sacrifiait des animaux, on lui récitait des prières. On lui demandait de protéger les chameaux des bêtes sauvages ou de retrouver un chamelon égaré. Aujourd'hui, Ingai est devenu un bon musulman. Il ne vénère plus l'ancêtre. Mais il continue de croire en sa présence et de croire qu'à Bashikele, son troupeau sera sous la protection de l'ancêtre, qu'il aura suffisamment à boire et à manger. Ingai a aussi voulu faire découvrir à Abderrahim la gorge de ses aïeux. À l'entrée de la gorge pousse une véritable jungle de palmiers doum. Abderrahim n'a jamais vu autant d'arbres. Le palmier doum se rencontre habituellement dans la savane, à plusieurs centaines de kilomètres vers le sud. Lorsqu'il est présent, cela signifie qu'on n'est plus au Sahara, qu'il y a de l'eau. Ingai et Abderrahim profitent de leur étape ici pour cueillir des feuilles de palmier. Bien sèches, elles permettront de rembourrer les selles des chameaux. Les bidéyates connaissent les palmiers doum de Bashikele.
Comme les paysans de la savane, les nomades de l'Enedi ont appris à se servir des grandes feuilles et du bois solide de cet arbre. Les feuilles tressées peuvent servir à faire des tentes. Le bois est utilisé dans la construction de maisons. Contrairement au palmier du désert, le palmier d'Oum ne donne pas de dattes mais de grosses noix. Ces fruits sont particulièrement appréciés par les enfants. Hey. Ingaï et Abderrahim remontent maintenant les gorges en suivant un cours d'eau qui serpente sur plus d'1 kilomètre. Une rivière en plein désert, vestige des anciens fleuves de l'Enedi. Au bord de l'eau, je découvre des arbres que je n'ai jamais vus auparavant au Sahara. Des arbres hauts de 20 mètres, au feuillage sombre et luxuriant. Des arbres qui ne poussent normalement qu'en Afrique équatoriale, à 3000 km d'ici. Leurs troncs se collent aux parois, leurs racines se tordent et enserrent les rochers comme des tentacules. Au fond des gorges, l'eau empêche la caravane d'aller plus loin. Ici, l'eau est éternelle. Elle sort de la roche, d'une source inaccessible, sacrée pour les bidéiates. Ingaï raconte que jadis leur ancêtre était presque mort de soif lorsque, guidé par Dieu, il arriva à Bachikélé. Aujourd'hui, l'ancêtre vit toujours dans la source et veille à ce que ses enfants ne manquent jamais d'eau. La végétation de Bachikélé est peut-être la découverte la plus extraordinaire de ma vie. Comme les crocodiles, les grands arbres et les roseaux sont des survivants d'une autre époque, séparés de leurs congénères depuis plusieurs milliers d'années. Quelle découverte! Je n'avais pas avec moi de livre pour identifier ces espèces, mais j'ai prélevé des feuilles et des graines, et je les ai reconnues. Il y avait là le Rovolfia, un arbre que j'avais déjà vu au Cameroun. Là-bas, les mêmes racines baignaient dans des rivières infestées de crocodiles. Les mêmes branches étaient couvertes de perroquets multicolores. Voilà à quoi ressemblait le Sahara il y a 10 000 ans. J'étais fou de joie. J'avais le sentiment d'être embarqué dans une machine à remonter le temps. Surexcité, je passais mes journées à remplir mes herbiers pour pouvoir rapporter en France les preuves de ce que j'avais vu et montrer à tous et à moi-même que je n'avais pas rêvé.
Lors de son dernier passage, Ingaï a immergé dans la mare des feuilles de palmier. À la limite du pourrissement, les fibres de la palme sont prêtes à être travaillées. Le grand-père montre à son petit-fils comment tresser le végétal attendri. Karengi. La feuille du palmier sert à faire d'excellentes cordes, utiles pour arrimer les charges sur les chameaux, mais aussi pour mettre des entraves à leurs pattes. De quoi empêcher un chamelon vagabond de s'éloigner trop du troupeau. L'incident du labyrinthe ne se reproduira pas. Autre découverte, l'eau et les arbres attirent dans les gorges des oiseaux inattendus. Après avoir passé l'été en Europe, de nombreux migrateurs traversent l'Afrique par le chemin le plus court, au-dessus du Sahara. S'ils ne meurent pas d'épuisement, ils peuvent faire étape à Bachikele. Tous les jours, j'observe un héron garde-bœuf qui se trouve si bien ici qu'il semble s'y être installé à demeure. Les babouins non plus ne s'éloignent pas des gorges, car ils doivent, comme nous, boire très régulièrement. Ils descendent s'abreuver la nuit, puis remontent vers les hauteurs où ils passent la journée. Chaque matin, j'en croise quelques-uns attardés auprès de l'eau. Ingaï montre à Abderrahim les empreintes laissées par les babouins venus s'abreuver. L'enfant demande à son grand-père si ce sont eux qui aboient comme des chiens. Oui, répond le vieux, ce sont eux. Ils vivent tout là-haut, sur des plateaux inaccessibles. Les bidéiates considèrent les babouins comme leurs parents et s'interdisent de les manger. Ingaï raconte à son petit-fils la légende des singes. Un jour, des villageois commirent un meurtre. Craignant qu'un parent de la victime ne cherche à se venger, ils s'enfuirent dans la montagne. Pour les punir de leur crime et de leur lâcheté, Dieu les défigura. C'est ainsi que les singes ont été créés. Maudits pour l'éternité, ils sont restés dans la montagne. Ingaï met en garde Abderrahim. Il est dangereux de s'aventurer sur le territoire des hommes maudits. Dans leur montagne, ceux-ci sont capables d'attaquer le visiteur imprudent.
Mais Abderrahim rêve de voir la source mystérieuse dont son grand-père lui a parlé. Pour cela, il lui faut atteindre le sommet des gorges, le bastion des singes, 200 mètres plus haut. « 23 août. Aujourd'hui, monté sur le plateau de Bachikele pour tenter de trouver la source du cours d'eau. Une bande de singes m'accompagne. Ils sont intrigués, fascinés par l'étrange bipède que je suis. Ils m'approchent, me dévisagent, m'escortent, avec des gestes du plus haut comique. Ils ne se sentent nulle part ailleurs plus à l'aise que le long des falaises abruptes. Ils tirent parti de la moindre aspérité et sont passés maîtres dans l'art de l'escalade. J'arrive en haut des gorges. Nulle part ailleurs, l'érosion n'a travaillé le grès avec autant d'intensité. Ce ne sont qu'aiguilles, pitons, créneaux, effondrements. Le tout s'entremêlant dans un chaos indescriptible. En contrebas, la gorge est si étroite que la source est invisible. Mais elle est bien là, toujours à l'ombre et préservée de l'évaporation. Les singes, gardiens de la source, n'ont pas l'habitude de voir des hommes dans leur domaine. Mais Abderrahim ne les remarque même plus. Il aimerait toucher l'eau de la source sacrée, la source qui a permis à son ancêtre de prendre possession de ce pays. Mais les parois sont trop abruptes. La montagne tient à jamais ses lieux à l'écart des vivants. L'enfant ne peut aller plus loin. Un curieux rocher à tête de singe semble être le cerbère de ce passage, infranchissable. Grâce à son grand-père, Abderrahim connaît désormais quelques-uns des secrets du massif de l'Ennédi. Dépositaire d'un savoir ancestral, l'enfant est maintenant prêt à devenir le maître de la caravane. À 200 mètres au-dessous de mes pieds, j'aperçois les roseaux et les arbres semblables à ceux qui bordent le Congo et le Zambèze. C'est une révélation. Eureka, je l'ai trouvé, mon jardin d'Éden. J'avais consacré 10 ans de ma vie à explorer l'Ennédi. Au bout de ces 10 années bien remplies, j'avais le sentiment d'avoir trouvé mon Graal. Le Graal que tout homme cherche durant son bref passage sur Terre. Ma quête était accomplie. Je rapportais des notes, des photographies, des herbiers et des souvenirs. Il n'est pas impossible qu'un jour les crocodiles d'Archeil et les arbres de Bachikele viennent à disparaître. J'espère que mon travail n'aura pas été inutile et que, quoi qu'il arrive, les bibliothèques garderont le souvenir de ce paradis que j'ai eu la chance d'entrevoir de mon vivant.